Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver ce soir. Notre thématique que j'aimerais bien qu'on travaille justement lors de notre conférence ce soir est tournée autour du droit des sociétés. Et en ce qui concerne le droit des sociétés, ce soir, je vais aborder deux thématiques très spécifiques. Dans un premier temps, on travaillera sur la classification des sociétés en France et leurs spécificités. Et après, dans une deuxième partie de la séance de ce soir, on travaillera sur les modalités des apports quand on crée une société. Voilà, alors on va commencer par la première partie, à savoir, dans le cadre du droit des sociétés, comment on classe les sociétés en France, voilà, ainsi que leurs spécificités. Alors là, ce soir, ce que je voudrais, c'est avant de commencer dans la classification des sociétés, je voudrais juste vous sensibiliser, attirer votre attention. Souvent, les deux thématiques, ou plutôt les deux termes, pour être plus juste, entreprise et société, ce sont deux termes qui sont confondus. J'attire votre attention que le terme entreprise n'a jamais été défini en tant que tel dans le droit des sociétés. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire c'est un terme qui est plutôt utilisé en matière plutôt économique. Alors, dans un premier temps, et là je vais vous communiquer le plan sur lequel j'aimerais bien évoluer sur cette thématique-là. Et après, on commencera, comme d'habitude, à aborder un point par point. Alors, déjà, je vais commencer par définir le terme entreprise. C'est un terme qui est économique. La définition, attention, elle n'est pas universelle parce que selon les courants de pensée économique, la définition peut changer. On va essayer de voir les caractéristiques des entreprises. Et bien sûr, toujours au niveau économique. Et après, dans un deuxième temps, j'aimerais bien vous amener du côté purement juridique et voir comment le terme société est défini en matière de droit. Et bien sûr, une fois qu'on l'ait défini, on va travailler sur la classification des sociétés telles qu'elles se trouvent dans le Code du commerce. Alors, on commence par le commencement, à savoir l'entreprise est. Moi, j'ai choisi cette définition. Pourquoi? Parce que je trouve qu'elle est relativement complète et surtout à travers laquelle on peut pouvoir faire le parallèle avec la définition juridique. On peut les comparer. Alors, en matière économique, le terme entreprise est défini comme étant une organisation économique qui doit avoir, bien sûr, surtout en France, une forme juridique déterminée qui va réunir des moyens humains, matériels ou financiers, afin de produire ou des biens ou des services destinés à être vendus sur un marché pour en réaliser surtout des profits ou des bénéfices. Ça, c'est la définition purement économique. Bien sûr, les caractéristiques d'une entreprise, surtout en matière économique et sociale, elle est caractérisée par son but, sa finalité, c'est-à-dire c'est l'essence même de son existence. Une entreprise ne peut exister, même économiquement parlant, si elle n'a pas un but, c'est-à-dire produire des biens ou des services. En plus, il faut qu'elle puisse avoir des moyens pour évoluer, c'est-à-dire pour déjà être créée, parce qu'on va voir en matière juridique qu'on ne peut créer une entreprise, c'est-à-dire avec une forme juridique société, si on n'apporte pas des engagements, entre autres, ce qu'on va appeler autrement les apports. La recherche, bien évidemment, du profit, et vous allez voir que le côté juridique ne va pas occulter le fait qu'une entreprise doit effectuer des profits aussi et des bénéfices. D'autres caractéristiques, pour finaliser là-dessus, pour une entreprise toujours qui est considérée une entité économique, c'est qu'elle est une entité autonome. Une entité autonome, vous avez remarqué qu'on a bien dit autonome, mais pas indépendante. Autonomie, parce qu'elle peut prendre des décisions en matière d'organisation structurelle, etc., pour bien sûr optimiser sa production, pour intégrer de nouveaux marchés, pour évoluer, bien évidemment, mais elle ne peut évoluer en méconnaissant le cadre juridique, entre autres. Alors c'est pour ça qu'on va parler d'une entité plutôt autonome qu'une entité indépendante. Et pour finir, la dernière caractéristique d'une entreprise, il s'agit d'une
d'une entité qui va modifier son environnement par son action, c'est-à-dire par le fait de produire. Parfois, une entreprise va agir et réagir avec son environnement à travers les externalités qu'elle va pouvoir produire, entre autres pollution. Et dans ces cas-là, elle va être dans l'obligation de changer, d'évoluer afin de respecter justement les nouvelles règles, les nouvelles normes pour qu'elle puisse réduire cette pollution. Par exemple, si on prend l'exemple de la pollution. Alors voilà l'introduction générale, c'est-à-dire la définition d'une entreprise entité économique et ses caractéristiques majeures. Allons voir du côté société cette fois-ci. La société est définie, juridiquement parlant, elle est définie dans le Code civil. Oui. Pourquoi le Code civil? Parce que la société, la base, le socle même d'une société, c'est une société, c'est une entité qui est basée sur le principe du contrat. Or, si on regarde du côté du Code civil, les principes, les fondamentaux en matière de validité de tout contrat se trouvent bien évidemment dans le Code civil. Alors, il est tout à fait logique que la définition du terme société se trouve dans le Code civil. Alors, qu'est-ce que le Code civil nous donne comme définition de ce terme société? C'est un groupement, voilà, je vais le citer, et il se trouve dans l'article 1832 du Code civil. Est un groupement institué par deux ou plusieurs personnes. Vous vous rappelez qu'en matière de droit, quand on parle de personnes, on sous-entend automatiquement des personnes physiques ou des personnes morales qui conviennent. Le verbe convenir est très important parce qu'il y a obligation d'avoir le consentement éclairé qui va répondre aux règles de validité des contrats. Alors, qui vont convenir par un contrat commun d'affecter, d'accord, de contribuer à une entreprise commune, à un effort commun des biens ou leur industrie. Alors, les biens, ils peuvent être des biens en numéraire ou des biens en nature, et leur industrie, en droit, l'industrie de la personne, c'est son savoir-faire, c'est-à-dire les compétences qu'elle est capable de produire. Et en vue, tout ça, de partager, vous voyez, des bénéfices. Alors même le terme, ou plutôt la définition juridique d'une société, précise que tous ces efforts, ils sont là afin de produire des bénéfices et de partager les bénéfices surtout, ou de profiter de l'économie qui pourra en résulter. Bien évidemment. Le deuxième alinéa de la définition, il va continuer, c'est-à-dire il va venir la compléter et on dit, ou plutôt c'est la définition dans le Code civil qui le dit ainsi, qui le cite, elle peut être instituée dans les cas prévus par la loi, par l'acte de volonté d'une seule personne. On avait besoin de la rajouter, cette phrase. Pourquoi? Pour donner naissance à toutes les sociétés à associés uniques, telles que l'EURL, l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée, ou la SASU, la société par action simplifiée unipersonnelle. Et en plus, on complète la définition par la phrase suivante, les associés s'engagent à contribuer aux pertes. Alors bien sûr, ils vont partager les bénéfices, mais attention, devant chaque droit, il y a aussi des obligations à respecter. Voilà la définition juridique. Vous voyez, si on la compare avec la définition économique, on parle de moyens, on parle de bénéfices. La définition juridique, elle va un petit peu plus loin pour dire qu'on partage le bénéfice. Il est donné justement droit aux associés à la fin du bilan de leur exercice, s'il y a des excédents, qu'on puisse partager les bénéfices à travers les dividendes, etc., etc. C'est pas le but de notre sujet ce soir, mais il faut quand même reconnaître qu'elle est là pour faire des bénéfices et pour que les associés puissent partager ces bénéfices-là. Alors allons-y pour voir quelles sont les classifications juridiques telles qu'elles se trouvent dans le code, cette fois-ci, de commerce. Alors le code de commerce va nous dire dans son article L210.1 que les entreprises, ou plutôt, pardon, les sociétés commerciales, alors je ne veux pas les citer toutes, mais je vais citer les plus courantes, les plus répandue en France, c'est la société anonyme, c'est une société par action. La société par action simplifiée, c'est-à-dire elle est connue sous le sigle SAS. Les sociétés, ou plutôt la société par action simplifiée unipersonnelle que je viens de citer. La société à responsabilité limitée et l'entreprise unipersonnelle à responsabilité limitée. Ce sont entre autres, hein, si vous regardez la liste, elle est beaucoup plus
complète, mais là, j'ai choisi pour vous ce soir les sociétés les plus courantes. Et bien sûr, en parallèle, on a une deuxième classification. On va parler des sociétés qui sont considérées comme étant des sociétés civiles. Elles sont considérées comme des sociétés non commerciales, c'est-à-dire toute société qui ne se trouve pas sur la liste du Code de commerce en précisant qu'il s'agit de sociétés commerciales, on va considérer qu'il s'agit de sociétés ici civiles. Les sociétés civiles, ce sont des sociétés qui sont soumises au droit civil et les plus connues sont les suivantes. La société civile non professionnelle, exemple la société civile immobilière, et la société civile professionnelle, la CSP, la société des moyens, la SCM, et pour finir, la société d'exercice libéral, c'est-à-dire la SEL. Et la société civile professionnelle des moyens, de moyens et d'exercice libéral, ces trois société civile regroupe des membres de professions libérales réglementées. Qu'est-ce qu'une profession libérale réglementée? C'est-à-dire elle est soumise à des règles très spécifiques pour que les personnes puissent exercer dans ces professions-là. Exemple, des médecins, des experts comptables, des avocats, des huissiers de justice, etc. Et dans ce cadre-là, et pour leur permettre de mettre en commun et de partager les frais des locaux, de structures, etc., etc. Voilà les deux grandes classifications et vous avez raison, je viens de voir que vous m'avez dit architecte, oui, vous avez entièrement raison, ce qui est vrai. Alors, après la classification et la distinction entre société civile et société commerciale, on a aussi les sociétés de personnes. L'exemple de société de personnes, c'est je peux vous donner une forme juridique, c'est la SNC, la société en nom collectif. Cette société ou ce type de société vont reposer essentiellement sur la confiance qu'inspire la personne de chaque associé. C'est-à-dire, la base même du contrat de ce genre de société est basée sur ce qu'on appelle dans le principe juridique l'intuiti personae. Et c'est-à-dire la confiance qu'inspire la personne des associés. Et ces sociétés-là vont se reposer sur trois axes ou caractéristiques majeures. Le premier axe, c'est que ces sociétés-là, elles peuvent être dissoutes après le décès ou l'incapacité permanente d'un associé. Chaque associé est titulaire de parts et qui ne peut céder au tiers sans l'accord des autres associés. Et pour finir, la troisième caractéristique, chaque associé va répondre des dettes de la société sur l'ensemble de son patrimoine personnel. Là, c'est la classification des sociétés de personnes et bien sûr, en parallèle, on va aussi évoquer ou plutôt les sociétés de capitaux. Exemple, société anonyme ou société par action simplifiée. Ces sociétés-là, elles vont plutôt se reposer sur l'argent et sur les apports que chacun accepte de mettre dans l'affaire. Et elles vont représenter ou plutôt présenter trois caractéristiques majeures, à savoir la première caractéristique, les associés ou la société plutôt, pour être plus juste, va survivre au décès ou l'incapacité d'un des actionnaires. L'associé titulaire, il n'est pas titulaire de part, on va parler plutôt dans ce genre de société d'actions. Et pour finir, la troisième caractéristique majeure, les actionnaires, normalement qui risquent au plus de perdre leurs apports, ne vont pas répondre au-delà de leur rapport, c'est-à-dire ils ne peuvent en aucun cas engager leurs responsabilités ou les dettes, c'est-à-dire vis-à-vis des dettes de l'entreprise. Voilà les caractéristiques majeures de ce type de classification. Et pour finir, on va finir sur une troisième grande catégorie de classification, à savoir les sociétés à risque limité et les sociétés à risque illimité. Les sociétés à risque limité, ce sont les sociétés où les actionnaires ou les associés ne vont répondre du passif social de la société. C'est-à-dire dans ce cas-là, dans le cas où la société est mise en liquidation, le plus qu'ils peuvent risquer, c'est de perdre leur propre apport. Exemple, société par action ou société anonyme, SARL, etc. Quant aux sociétés à risque illimité, le risque qui va être couru par les associés est illimité.
dans la mesure où ceux-ci sont personnellement et indéfiniment obligés vis-à-vis de la société. Et l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, c'est la société en nom collectif, sachant que les sociétés civiles sont des sociétés, entre autres la société civile immobilière, est une société à risque illimité. Voilà les quelques explications. J'avais besoin de vous expliquer la définition dans le cadre du droit des sociétés de la société justement et quelles sont ces classifications. Pour aller plus loin, on ne va pas déroger à nos habitudes, on va essayer de voir ensemble un QCM et on va le commenter pour le corriger ensemble. Alors, je vais reprendre, ne vous inquiétez pas, on fait comme d'habitude, je vais reprendre avec vous question par question, on va les commenter et on va voir ensemble quels sont sachant que, bien sûr, il s'agit d'un QCM, sachant que les réponses sont très spécifiques, hein, ainsi que les questions, bien évidemment. Maintenant, la première question est la suivante. Le contrat de société peut être conclu par 3 personnes, une personne, 2 ou plusieurs personnes, ou un nombre illimité de personnes. Si on regarde de près la définition juridique que je viens donner en début de séance, on va voir automatiquement que la réponse qui est correcte est 2 ou plusieurs personnes. Pourquoi pas 3, pas une? Parce que pour une personne, on va l'appeler acte unilatéral et c'est la réponse à la deuxième question. Et c'est pour ça, bien sûr, on peut avoir plusieurs associés, ou ça dépend des formes juridiques. On peut avoir vraiment un nombre très très important d'associés, mais ce n'était pas le but de cette question. La question était au moins 2 ou plusieurs personnes. La troisième question est la suivante. Dans une SCI, c'est-à-dire Société Civile Immobilière, il s'agit, j'ai marqué dans la troisième question, qu'il s'agit d'une société par action. Est-ce vrai ou faux? Bien sûr que c'est faux. Une société civile immobilière, s'il s'agit d'une société civile, du coup, ce n'est en aucun cas ni une société commerciale et bien évidemment encore moins une société par action. Je reprends la quatrième question. En ce qui concerne le partage des pertes, l'engagement des associés de contribuer aux pertes, est-ce qu'il est facultatif ou obligatoire? Bien évidemment, il s'agit d'une obligation. Hein. C'est pas je profite des bénéfices, mais attention, le partage des pertes, je m'y engage pas. Non, ça se passe pas comme ça. Alors, c'est obligatoire. Pour la cinquième question, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes se détermine à proportion de sa part dans le capital social ou peuvent être négociées chaque année. Bien évidemment, la part de chaque associé dans les bénéfices et sa contribution aux pertes, elle n'est pas négociable tous les ans. C'est absolument pas la deuxième question qui est vraie. C'est la première, se détermine à proportion de sa part dans le capital social. Elle est proportionnelle, étroitement proportionnelle à ses apports. La sixième question, quel est le capital social minimum requis à la création d'une SARL? Aucun. Pour la première réponse, 1 euro, 7 500 € ou 37 000 €. Là, on parle d'une société à responsabilité limitée. Alors, la SCI, d'accord, c'est la Société Civile Immobilière. C'est pour ça qu'on l'appelle SCI, hein, c'est le sigle. Ce n'est pas 37 000 €, ce n'est pas 1 euro. La question, elle est un petit peu, regardez bien la question et vous aurez automatiquement la réponse. Ni 7 500, ni 1 euro. Quel est le capital social minimum requis à la création d'une SARL? En matière de droit, on dit qu'aucun capital social minimum, hein, c'est le terme minimum qui est important, requis à la création d'une SARL. C'est-à-dire, on dit autrement, le capital social dans une SARL est laissé au libre choix des associés. C'est-à-dire, on n'a pas établi un minimum. C'est pas zéro. Zéro, c'est un néant. On ne peut créer une société quand on apporte zéro. Le zéro n'apporte rien. Alors, quand on dit aucun, ici, dans la question, si vous regardez les réponses, c'est pas zéro. C'est-à-dire, il n'y a aucun capital minimum exigé.
D'accord? Et à savoir, dans d'autres termes, on va dire, juridiquement parlant, on va dire les choses ainsi, le capital social dans une SARL, comme dans une SAS, Société par action simplifiée, écoutez bien, est laissé au libre choix des associés. C'est-à-dire 100 euros, 200 euros. Il n'y a pas un minimum qui est exigé. Et d'une manière commune, on dit 1 euro, c'est parce qu'on a considéré qu'on peut dire 1 euro symbolique. Mais juridiquement parlant, ça n'a aucune valeur de dire 1 euro. Hein. Mais on peut, juridiquement parlant, instituer une société avec 100 euros, mais entre nous, il faut que le projet de cette société soit sérieux. On est d'accord qu'on a bien sûr la partie juridique, mais après la partie économique. Du moment où on va constituer, on va créer une société, il faut qu'il y ait un effort vraiment important au niveau des engagements des associés. Dans ce sens-là, les apports, les associés vont être considérés comme engagés d'une manière beaucoup plus sérieuse quand on voit que leurs efforts en matière d'apport sont plus importants. Et pour finir, la 7e et dernière question, quel est le nombre d'actionnaires minimum nécessaire à la création d'une SAS, c'est-à-dire Société par action simplifiée? 1, 3, 5 et 7. Et là, c'était un piège cette question parce qu'il faut au moins 2. Et là, je ne vous ai pas donné la bonne réponse, hein, parce qu'il faut 2. Et si on dit 1, ce n'est plus cet associé hein, pour la SAS. Aujourd'hui, la SAS a été vraiment de plus en plus simplifiée, cette société. Et aujourd'hui, pour créer une SAS, il nous suffit que 2 actionnaires. D'accord? Si on marque un actionnaire, ce n'est pas faux en soi, parce qu'une SAS avec un seul actionnaire, on va l'appeler SASU, c'est-à-dire Société par action simplifiée unipersonnelle. D'accord? L'équivalent de l'EURL par rapport à une SARL. Voilà pour la première partie de notre conférence de ce soir.